Mesdames, Messieurs, bonsoir. La politique, l'économie, le social, c'est en ce moment le lot de tous nos journaux depuis les municipales et cela reste aujourd'hui encore l'ossature majeure de l'actualité de ce jeudi. Mais si vous me le permettez, avant de rentrer de plein pied dans ces gros dossiers, une minute de sport. Une minute pour rendre hommage à l'un de nos compatriotes qui hier soir a réussi une bien belle performance. Il est devenu champion d'Europe de judo dans une catégorie très difficile, les lourds. Son nom, Jean-Luc Rouget. Sa victoire, il l'a obtenue en Allemagne, à Ludwigshafen, aux dépens d'un soviétique qui pesait 30 kilos de plus que lui. Seul regret de Jean-Luc Rouget, la manière, il a gagné par disqualification. Il aurait voulu plus de panache. À gauche, le soviétique Niyaradze, la force. À droite, Rouget, la vitesse. À gauche, la technique au sol. À droite, la maîtrise debout. La musculation que Rouget a pratiquée cet hiver lui a donné des bras d'une robustesse étonnante, si bien qu'il empêche son adversaire d'attaquer et trompe ainsi l'arbitre, qui pénalise le soviétique pour ce qu'il croit être de la non-combativité. Mais Rouget fait mieux, vous allez le voir. Il marque un wasahari, c'est-à-dire un gros avantage. L'un des arbitres lui avait même donné ippon, c'est-à-dire victoire absolue. Et c'est là que Rouget a gagné son combat finalement, car Niyaradze perd un peu ses moyens. Il ne se bat presque plus. Les arbitres ont reçu des consignes formelles, pénaliser à tout prix le jeu négatif. Une illustration, vous allez le voir dans un instant. Niyaradze récolte ici un nouvel avertissement, une moulinette comme l'on dit. Il se verra même pénalisé d'un keikoku, une faute grave qui donne une large victoire à Jean-Luc Rouget. Rouget semble fort bien s'accommoder de sa nouvelle catégorie, les lourds. Il est même en avance, semble-t-il, de 2 ans sur le plan qu'il s'est fixé. Ce soir, peut-être une nouvelle médaille d'or pour la France avec Yves Delvin. L'actualité politique est aujourd'hui dominée par un événement, le débat télévisé Mitterrand-Barre, et ce serait manquer de fair play que de ne pas vous signaler qu'il a lieu sur la chaîne concurrente, sur TF1, dans une demi-heure. Mais s'il y a une semaine, François Mitterrand avait un avantage psychologique certain sur Raymond Barre, la situation est peut-être un petit peu retournée, car le premier secrétaire du PS se serait sans doute bien passé des comptes du programme commun publié par l'Humanité, et le Premier ministre a enregistré aujourd'hui une proposition qui va bien arranger les affaires de son plan. Je veux parler du plan d'action du CNPF pour combattre le chômage des jeunes. 300 chefs d'entreprise se sont réunis toute la journée pour promouvoir l'embauche des jeunes à la recherche d'un premier emploi et pour débloquer en fin de compte 300 000 nouveaux emplois d'ici la fin de l'année. Le CNPF propose en plus une formation améliorée et un dispositif qui va lui permettre, dans chaque département, de mettre en place un délégué pour l'emploi. Bref, c'est plus qu'un coup de pouce pour le plan Barre. Pour être sûr d'être suivi par les patrons, Raymond Barre n'avait pas oublié les dispositions propres à les encourager à agir dans le même sens que lui. 2 de ces dispositions surtout, pas de charges sociales à payer pendant 1 an à dater de l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans, et puis le paiement par l'État des salaires des jeunes stagiaires. Pour un chef d'entreprise, c'est important. Et François Sérac a convaincu sans peine son auditoire que tous, même les petits patrons, étaient concernés. En ce qui me concerne, j'ai une entreprise de 200 personnes et je suis prêt à engager actuellement 2 jeunes de façon à pouvoir les introduire à l'intérieur de l'entreprise, les former et leur permettre de réaliser leur profession. C'est pas beaucoup tout ça. Bien sûr, 2 pour moi, mais autour de moi, j'ai déjà contacté un certain nombre de personnes et certains chefs d'entreprise que je connais bien sont prêts à faire la même chose. 2 multiplié par 2 et d'autres encore, cela fera un emploi de jeunes relativement important. Et est-ce que vous pensez que ces mesures sont suffisantes pour réduire le chômage des jeunes? Suffisantes peut-être pas, mais il faut commencer par se mobiliser pour pouvoir les réduire au maximum. Et vous êtes mobilisé, vous vous sentez mobilisé en ce moment? En ce qui me concerne, je suis mobilisé et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. D'abord, une priorité à l'embauchage pour les jeunes de moins de 25 ans. Ensuite, un effort particulier pour l'apprentissage. Tous les apprentis, à la sortie de l'apprentissage, seront placés. Et deuxièmement, nous augmenterons de 25% le nombre des apprentis à compter du mois de septembre prochain. En ce qui concerne les contrats emploi-formation, le nombre sera augmenté de 30%. Enfin, 100 000 offres de stage seront présentées avant le 31 décembre à tous les jeunes. Ça représente combien de jeunes globalement? Rien que ces mesures représentent, en dehors de l'embauchage, plus de 150 000 places.
Et pour l'embauchage, je pense au moins autant. Ça veut dire en gros 300 000 jeunes. Comme je l'ai déjà dit, et aujourd'hui nous avons mis en place un dispositif pour 300 000 places au minimum. Est-ce que vous ne croyez pas que ce soit un petit peu tard là maintenant? Jamais trop tard pour bien faire. Nous sommes à la veille du jour où les jeunes vont sortir de l'appareil scolaire. Il faut pouvoir leur offrir le plus rapidement possible et pour le plus grand nombre avant les vacances, des moyens et des certitudes. Autre satisfaction pour Raymond Barre, les chiffres du chômage partiel ont nettement baissé en 1976. Georges Ségui est revenu aujourd'hui sur cet étonnant conflit de l'entreprise Furnon près d'Alès dans le Gard. Un conflit que nous avons présenté la semaine dernière. Je vous rappelle en gros que dans cette usine de textile, le patron et 140 ouvrières se sont mobilisés contre d'autres ouvrières qui voulaient créer une session CGT. Ces ouvrières CGT sont venues ce matin expliquer leurs problèmes devant le congrès de la femme salariée. Et Georges Ségui en a profité pour brocarder le patron de l'entreprise Furnon. Si les patrons tiennent tant à ce qu'il y ait une rencontre Ségui-Furnon, qu'il le porte donc à la présidence du CNPF, et ainsi deviendra-t-il un interlocuteur de taille nationale valable pour le secrétaire général de la CGT ou les autres dirigeants des autres centrales. Mais j'ajoute qu'il est insolite que l'on fasse tant de publicité à l'échelle nationale à cette affaire qui, tout compte fait, existe chaque mois en dizaines d'exemplaires et qui consiste pour les patrons à s'opposer à la création de syndicats dans leur entreprise, à sévir contre les militants ou les militantes qui en prennent l'initiative et parfois à sanctionner sévèrement par le système de licenciement. Ça prouve tout simplement que le fameux libéralisme du patronat n'est pas aussi large que ce que les dirigeants du CNPF le prétendent. Et j'observe que dans cette affaire, le CNPF reste muet devant un patron qui viole délibérément les droits syndicaux les plus élémentaires. Alors Gérard Furnon, vous êtes avec nous, le problème ne se pose pas, François Sérac n'est pas disposé à vous donner sa place et vous ne voulez pas de sa place non plus. Non, je ne conteste pas la représentativité de nos organisations professionnelles, mais ce que je voudrais dire, c'est que nos organisations professionnelles ne sont pas aussi proches que nous sommes, nous, chefs de PME, qui représentons 70% de l'activité industrielle de ce pays, et en conséquence, tous les problèmes journaliers, aussi bien de nos salariés, de nos travailleurs que de nos entreprises, ne sont souvent pas répercutés dans leur réalité auprès des pouvoirs publics. Alors quand Georges Ségui parle de violation des droits syndicaux, il fait allusion à ce que j'ai entendu dire à propos de votre entreprise, c'est-à-dire interdiction de parler, de mâcher du chewing-gum, d'avoir des fous rires. C'est faux. On a traité l'entreprise Furnon de bagne Furnon, dans ce bagne où 75% des gens désirent rester, alors il faut vite rouvrir la Guyane. Sincèrement, c'est absolument une aberration. Quand on parle d'atteinte aux libertés, quelles sont les atteintes aux libertés lorsque des CGTistes vont le sous-archer du personnel pour les encarter de force dans la CGT, au besoin par menace auprès des parents de ces personnes qui désirent travailler. Alors vous refusez une section syndicale, mais vous n'avez pas non plus créé de comité d'entreprise, qui là est parfaitement illégal. Vous êtes un petit peu hors la loi. Non, nous ne sommes pas hors la loi. Il n'y a jamais eu de demande d'élection de comité d'entreprise. C'est obligatoire dans une entreprise de plus de 50 personnes. C'est obligatoire dans la mesure où les salariés abondent dans ce sens lorsque l'on fait les affichages. Sinon, il y a certificat de carence. Nous avons toujours eu certificat de carence depuis des années dans une entreprise où le contact était permanent entre moi-même et le personnel, où nous avions des avantages salariaux qui sont de 20 à 45% au-delà des conventions collectives, 5 semaines de congés payés. Ce que la CGT ne peut pas pardonner à une entreprise, c'est que sans son accord, un chef d'entreprise puisse accorder ces avantages qu'elle n'arrive pas à obtenir sur le plan national. Gérard Furnon, très franchement, ce seraient des hommes, ce serait moins facile. Vous seriez obligé d'accepter une section syndicale. Je ne le pense pas, c'est une question de franchise, de collaboration avec son personnel, de faire sentir que dans une entreprise, on est tous sur le même bateau, que le moindre gaspillage, ce n'est pas la poche du patron, comme le disent toujours les délégués syndicaux, qui paye ce gaspillage, mais que chaque salarié, en réalité, paye ce gaspillage. Une entreprise bien gérée, je peux vous assurer que nous pouvons demain augmenter tous nos salariés français de 15 à 35% s'il n'y a pas constamment contestation, grève. Même les contremaîtres ne peuvent pas imposer leur volonté pour l'organisation du travail parce qu'immédiatement les délégués sont là pour interdire une certaine organisation du travail qui perturbe considérablement. Est-ce que vous êtes encore de cette race que l'on appelle paternaliste ? Le mot paternaliste, j'ignore ce qu'il veut dire. Tout ce que je peux constater, c'est que les gens chez moi sont satisfaits, qu'ils y gagnent plus qu'ailleurs et beaucoup plus que là où est la CGT, et que notre entreprise était quand même une des plus performantes du secteur, une des seules qui peut lutter contre les pays à bas salaire. Et je pense que nous devrions plutôt servir d'exemple, mais cet exemple ne pouvait pas continuer à servir pour la CGT. Je vous remercie.
Un autre conflit qui, celui-là, dure depuis beaucoup plus longtemps, le conflit de Tepaz. On l'avait en son temps comparé à l'affaire Lippe, des ouvriers qui refusent que leur usine meure. La ressemblance va jusqu'aux ventes directes de produits de leur entreprise. Depuis hier, par exemple, les ouvriers de Tepaz vendent des électrophones aux portes d'autres usines de la région lyonnaise. Hier chez Berliet, aujourd'hui devant Rhône-Poulenc, demain à Craponne, près de Lyon, chez eux, les ouvriers de Tepaz vendent dans la rue les électrophones qu'ils fabriquent encore en très petite quantité. De dépôt de bilan en licenciement, Tepaz ne vit que par soubresaut depuis 1971. L'usine est actuellement occupée par ses 120 salariés. En 1975, pourtant, on avait bien cru à un redémarrage. Après la relance de Lippe, M. Perrault voulait réussir celle de Tepaz, avec l'aide d'un industriel de Voiron. Tepaz s'était réorganisé pour créer puis fabriquer de nouveaux appareils. 35 salariés d'abord, puis 50, 100 et enfin 120 en 1976. Mais les prêts bancaires se font attendre, les problèmes de trésorerie réapparaissent et en octobre 1976, nouveau dépôt de bilan. Les pouvoirs publics promettent alors d'intervenir, il faut faire une croix sur le passé et repartir à zéro. Depuis, c'est l'immobilisme total. Les pouvoirs publics, le tribunal de commerce, les banques, le patronat n'ont pas pris la moindre initiative pour relancer Tepaz. Et vous pensez qu'on peut relancer l'entreprise malgré cela? Pour nous, Tepaz est viable, on l'a prouvé à plusieurs fois. On a fait une étude avec la CFDT de Paris. Il y a un créneau pour Tepaz. C'est pas le créneau dans les gros électrophones, c'est le créneau dans les petits appareils. Tepaz est malgré tout célèbre et garde une image de marque. Et là, il y a une possibilité de l'emploi pour 120 travailleurs largement. On a parlé de Tepaz en 1975 comme d'un petit frère de Lippe. Et aujourd'hui, personne ne s'y intéresse plus. Seuls quelques ouvriers se battent, comme ce matin dans la banlieue lyonnaise. Et ils sont pleins d'espoir. La politique en quelques flashs, le Parti communiste améliore son image de marque, c'est ce que confirme un sondage de l'IFOP publié par Paris Match. 43% des Français estiment que le PCF est devenu un parti comme les autres, 35% pensent le contraire. Il est évident que le nouveau pas en avant des communistes en matière de défense illustre bien cette impression de l'opinion publique. Pourtant, 40% des personnes interrogées estiment que le changement n'est que tactique et superficiel, contre 25% qui pensent qu'il est profond. Jacques Chirac et Jean-Pierre Soisson ont déjeuné ensemble. Pour des partenaires au sein de la majorité, ce devrait être chose courante, mais dans les circonstances actuelles, c'est la preuve d'un dégel entre le RPR et les Républicains indépendants à quelques jours du congrès des RI à Fréjus. Les jeunes architectes ont été reçus tout à l'heure par Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. Derrière ce rendez-vous, il y a un problème que l'on a un petit peu tendance à ignorer, le dramatique chômage ou en tout cas sous-emploi des architectes, singulièrement des jeunes. Nous évoquerons ce problème dans notre dernier journal. Le bureau du Sénat publiera le rapport qu'il a fait sur les constructions scolaires le lendemain du jugement sur l'affaire du CES Édouard Pailleron. Vous entendrez à 23 h le sénateur Dailly, vice-président du Sénat. Et puis un autre procès va bientôt s'ouvrir. Un procès qui lui aussi va beaucoup nous remuer car il s'agit encore d'enfants morts, les 40 bébés du Talc Morange. L'affaire remonte à 5 ans et elle n'a toujours pas été jugée. Mais avant même le procès, le laboratoire mis en cause aurait déjà débloqué 10 millions de francs pour indemniser les parents des victimes. Nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur l'affaire en elle-même, mais elle pose un problème encore plus vaste, celui de tous ces produits que l'on se met sur la peau sans trop savoir ce qu'ils valent. Un dossier que vont ouvrir ce soir les participants du Salon des médecins. Rappelez-vous, il y a 5 ans, l'affaire Morange. 40 bébés sont morts parce que leur mère, en toute ignorance, avait utilisé un talc empoisonné. C'était une brutale prise de conscience. Les cosmétiques et produits d'hygiène, ces produits destinés à la peau des enfants, des femmes, des hommes, vendus par millions pour des milliards de francs, n'étaient soumis à aucune réglementation. Aucun moyen de connaître la composition, la date, le numéro du lot d'un produit de beauté. À cause de ce drame, l'opinion publique s'est émue, les pouvoirs publics ont réagi, les fabricants se sont assagis. On a commencé à mettre de l'ordre dans ce marché. Aujourd'hui, les fards, les crèmes, les teintures commencent à être fabriqués aussi rigoureusement que les médicaments, et les médecins comprennent que les cosmétiques relèvent aussi de leurs compétences. D'autant que la publicité exagère souvent. Si je vous prononce un certain nombre de mots employés dans la publicité, pouvez-vous me donner votre jugement? Antiride,
Sans signification. Revitalisant. Sans signification. Traitant. Sans signification. Hydratant. Sans signification, avec une réserve, on peut apporter, parfois, dans certaines conditions, de l'eau à la couche cornée, la couche superficielle. Nourrissant. Sans signification. Régénérant. Sans signification. Amincissant. Pas davantage, aucune crème ne peut faire maigrir une femme. À vous écouter, la vie est compliquée pour une femme. Quels conseils pratiques peut-on lui donner? Eh bien, de se méfier de la publicité d'abord. Parce que les produits cosmétiques sont des produits de marché, et il est bien évident que la publicité tend à les faire vendre. Et puis, de consulter son médecin, parce que, en définitive, c'est le médecin en général, et le dermatologue en particulier, qui est le plus compétent pour juger de l'efficacité, de la non-efficacité ou de la nocivité éventuelle de produits cosmétiques. Les femmes peuvent continuer à employer des produits cosmétiques quand même. Mais pourquoi pas? Je pense qu'il vaut mieux qu'elles n'en utilisent pas trop, qu'elles les utilisent avec le maximum de discernement. Elles peuvent utiliser des fards dont on n'a jamais dit le moindre mal, ce dont il faut qu'elles se méfient car ils peuvent ne pas être bien adaptés à leur peau dans certaines conditions, ce sont les laits et les crèmes. Les laits et les crèmes sont en effet encore sujets à discussion. Cependant, les premiers décrets d'application de la loi sur les cosmétiques devraient y mettre fin. L'un oblige désormais les fabricants à dire ce que contiennent les cosmétiques, pour quelle utilité et en quelle quantité. Le prochain décret fixera incessamment les conditions des essais sur l'animal et sur l'homme. Une réglementation insuffisante, mais qui témoigne d'une volonté commune de mieux faire. Mais ce ne sera jamais une raison pour laisser la peau sans répit. Deux premiers ministres en ce moment à Paris, le Canadien Trudeau, qui déjeunera demain avec Valéry Giscard d'Estaing, et le Grec Karamanlis, qui lui a déjeuné aujourd'hui à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing lui a dit que la France continuerait à œuvrer pour l'entrée de la Grèce dans le marché commun. Et puis demain, l'ouverture de l'un des rites les plus prestigieux de l'actualité, le Festival de Cannes. Nos envoyés spéciaux nous en parleront chaque soir. Mais avant tout le monde, Martine Laroche-Joubert a voulu se rendre compte de ce qu'était cette petite ville quand elle ne vivait pas à l'heure du cinéma. Et vous allez le voir, au hasard de ce reportage, on découvre bien des surprises. La première vision de Cannes, un jour de mai, c'est Cannes pantoufles. Cannes à petits pas, Cannes à petits points de retraite. Ils sont là au soleil, les retraités, paisibles comme la Méditerranée, jusqu'au jour où ils laisseront une place vide sur leur banc habituel, car ils savent bien que Cannes, le soleil, les palmiers, tout ça n'est qu'à viager. Pour des milliers de retraités, Cannes, c'est le paradis. Paradis cher, qui attire toujours. Peut-être parce qu'on ne se sent pas vieillir dans une carte postale. Et pourquoi vous êtes-vous retiré ici? Pour avoir la mer, le ciel bleu, Estérel, tous les jours. Vous vous plaisez ici? Oh oui, énormément. Et que faisiez-vous avant? Oh, avant? Oh, je vais vous faire rire. J'étais star. Tout simplement. Marie-Glory, touchée par la retraite, touchée par Cannes, elle était la star des années 30 dans les films qui s'appelaient L'Enfant de l'amour, La Vénus du collège, quand elle tournait avec Marcel L'Herbier, Jacques Feder. Marie-Glory est une dame heureuse. Au soleil, elle a oublié les projecteurs. Mais peut-être est-elle plus mélancolique certains jours, jours de festival, quand l'actrice n'est plus que spectatrice, quand elle aperçoit ses sœurs cadettes, les stars ou les starlettes, parées comme elle jadis des strass, éclairs des photographes, et des paillettes, des prunelles admiratives. Ces soirs-là, les petites sœurs ont volé le carrosse Cadillac et lui ont laissé la citrouille dont on fait les soupes solitaires. Le producteur charmant fait la cour à d'autres, et la pantoufle de verre est devenue charentaise. Pendant le festival, Cannes sera filmé, photographié comme une véritable vedette. Et pendant 10 jours, les hôtels seront pleins. Ils sont loin les hivers où les lords venaient sur la côte, soigner leurs ladies trop pâles et perdre leur fortune sur le tapis vert. L'hiver, Cannes, abandonnée, prenait des airs de stars démaquillées. Cannes ne vivait plus que l'été. Alors il a fallu trouver une industrie de la morte saison. Le festival du cinéma a joué le rôle de locomotive. Et les wagons s'appellent aujourd'hui MIDEM, Festival du disque, MIP, celui de la télévision, et autres congrès. Et dans les hôtels, les attachés de caisse des hommes d'affaires ont remplacé les malcabines débarquées du Normandie. Donc pour Cannes, le festival est une aubaine.
Et si à la municipalité, 5 communistes viennent d'être élus, loin de renier cette manifestation, peut-être un peu tapageuse, ils l'approuvent. Vous allez voir débarquer ici des gens venant de tout pays sur un domaine culturel qui est de plus en plus important dans la vie de tous les jours. On ne peut plus négliger, je dirais, l'accès aux loisirs, or l'accès à la culture, et le festival y contribue pour sa modeste part, et dans l'organisation du festival, la ville de Cannes y contribue beaucoup. C'est la plus belle carte publicitaire que puisse avoir Cannes. Du moment qu'on a une carte publicitaire, que des touristes viennent, les travailleurs de Cannes en bénéficieront indirectement, je veux bien pas d'une façon peut-être suffisante, mais ils en bénéficieront. Il y aura de plus en plus d'emplois, c'est ce que nous cherchons. Pour Cannes, tout semble aller de mieux en mieux. Les Allemands, les Américains, les Chèques arabes ont remplacé l'été les Anglais, et les bateaux viennent aligner leurs millions dans le port. Finalement, l'argent roi pourrait avoir Cannes pour trône, et pour femme, une dame d'argent sur un capot. La diffusion est de plus en plus grande en réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens achètent des Rolls alors qu'ils n'osaient pas il y a quelques années se promener en Rolls, alors que maintenant ça ne leur pose pas de problème. On vous sourit, vous roulez en Rolls, on vous laisse le passage, alors que sur Paris, on regarde d'un œil différent en fait. Alors pour Cannes, côté façade, côté croisette, tout semble donc aller pour le mieux. Côté cour, le chômage existe, comme partout, 3200 demandeurs d'emploi et des salaires inférieurs au SMIC dans une ville où les prix sont ceux du tourisme de luxe. Un des drames les plus apparents, celui des retraités, qui partis vers Cannes avec un petit capital, l'ont vu trop vite fondre, grignotés par l'inflation. Maintenant, certains font leur marché dans le caniveau, à quelques mètres du Carlton. Peut-être aujourd'hui sont-ils les seuls, à Cannes, à ne pas pouvoir faire du cinéma. Le sport, d'abord les quarts de finale de la Coupe de France de football qui vont commencer dans quelques minutes. Au programme, vous le voyez, Lens-Nantes, Nîmes-Nice, Sochaux-Saint-Étienne et Lorient-Reims. C'est la première journée, donc ce sont les matchs allés, les matchs retour dans une semaine. Encore une victoire de Mertens aujourd'hui dans le Tour d'Espagne, la 16e de l'épreuve, 16e étape de l'épreuve. Il est bien sûr toujours en tête de la course. La fantastique victoire hier soir de l'Américain Norton qui a battu son adversaire, vous le voyez, au bout de 58 secondes seulement. On a rarement fait mieux dans les annales de la boxe. Et puis le tiercé, disputé cet après-midi à Évry. Résultat, le 10, le 2 et le 1. En espèces sonnantes et trébuchantes, cela donne près de 12 000 francs dans l'ordre pour 5 francs et un petit peu plus de 2 000 francs, vous le voyez, dans un ordre différent. Merci. Oui, il faut que je vous explique un petit peu ce va-et-vient, d'où viennent ces dépêches que nous apportent nos journalistes. Cela vient des téléscripteurs qui sont ici et qui nous apportent des nouvelles du monde entier. Ce sont ces machines qui font un petit peu de bruit d'ambiance quand on parle. Voilà, je vous rappelle que dans quelques secondes, nous avons rendez-vous avec l'opéra pour une première qui, je l'espère, vous plaira. L'enlèvement au sérail, transmis en direct sur Antenne 2 à partir de 20h30. Les loges et les balcons commencent à se garnir. Donc un rendez-vous avec l'enlèvement au sérail dans exactement 7 minutes. Je ne saurais vous quitter sans vous parler de la météo. Les nuages seront encore assez abondants sur le midi de la France et sur l'Est, mais ailleurs, le temps sera plus ensoleillé. Enfin, disons un mélange d'éclaircies et d'averses avec une légère baisse des températures. Il fera un peu plus frais. Votre dernier rendez-vous avec l'actualité se situera vers 22h30 entre le deuxième et le troisième acte de l'enlèvement au sérail. Et c'est Hélène Vida qui revêtira sa tenue de soirée pour l'occasion. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À demain.